Bonjour et bienvenue à ce catalyseur à curiosité qu'est l'émission Comment c'est fait. Vous allez voir au cours de la prochaine demi-heure, on va se promener pas à peu près. À commencer par la visite d'une immense serre où l'on fait pousser de la laitue hydroponique, à un atelier où l'on fabrique des mouches à pêche, en passant par une usine qui produit du bois de sciage. Mais pour commencer, suivons plastique, verre et papier au cours de ce grand voyage qui est celui du recyclage. Le contenant de plastique que vous mettez au recyclage aura droit à une seconde vie. Il se réincarnera en casquette, en sac à dos, en souliers, en chaise ou simplement en un autre contenant de plastique. Mais avant d'en arriver là, il subira tout un traitement. À bord d'un grand bac vert, lui et ses confrères s'embarquent pour tout un périple. À bord du gros camion, les matières recyclables ont déjà des places assignées. Papier et carton dans un compartiment, verre, plastique et métal dans un autre. Au centre de tri, tous prendront des directions différentes. On élimine tout d'abord les passagers clandestins, le plastique, le métal et le verre qui se sont retrouvés par erreur parmi le papier et le carton. Puis, on séparera carton ondulé et papier journal des autres types de papier. Sur le tapis roulant qu'empruntent le verre, le métal et le plastique, on traque d'autres intrus. Les items encombrants comme les contenants de plusieurs litres. Un aimant géant attire tout ce qui est métallique, à part l'aluminium. Un autre petit tri pour les cartons de lait et de jus, l'aluminium, les plastiques, le verre transparent et le verre de couleur. Pour la suite du voyage, les passagers de chaque catégorie seront un peu tassés. On les emmaillote comme de gigantesques balles de foin. Direction, l'entrepôt. Ils resteront là jusqu'à ce qu'ils trouvent preneur. Et qu'est-ce qui les attend? Un autre tapis roulant. Pour se rendre à bon port, il faut passer au détecteur de métal. Des aimants se chargent d'enlever les petits morceaux de métal restants. Puis la déchiqueteuse s'en donne à cœur joie. Elle n'a besoin que d'1 heure pour réduire 2 tonnes de plastique en tout petits morceaux. Les défunts contenants sont méconnaissables. Il faut maintenant les nettoyer. Comment? Avec de l'eau et un bon frottement. Les résidus les plus tenaces vont couler au fond, tandis que les flocons de plastique remontent à la surface. On filtrera ensuite l'eau sale pour l'utiliser encore et encore. Après avoir été séché à l'air chaud, le plastique se fait compacter dans de gros silos. Il fait 160 degrés Celsius à l'intérieur. Une chaleur suffisante pour faire fondre le plastique et fusionner tous ces morceaux qui se font écraser. Ils passeront ensuite à travers un bidon perforé. Lorsqu'ils en ressortent, ils ressemblent un peu à des macaronis. On peut maintenant officiellement parler de plastique recyclé, qu'on fera fondre une fois de plus pour en faire des petites pastilles. Une autre trempette. Puis un dernier séchage. Des manufactures achèteront ces pastilles de plastique pour en faire différents produits. Ici, on en fait des palettes très utiles dans les entrepôts.
Il suffit de les mettre dans un moule, puis de chauffer à 230 degrés Celsius durant 7 ou 8 minutes. En 3 fois moins de temps que ça, on peut fabriquer un bac de recyclage. De quoi approvisionner l'usine en matières premières pour bien des années. Ah, cette image folklorique du bûcheron qui coupe un arbre, le couche par terre et le scie en plusieurs morceaux un peu n'importe comment. Eh bien, ça n'a rien à voir avec la réalité. Je peux vous le dire et vous allez le constater dans quelques secondes. L'industrie du bois de sciage met à profit des techniques ultra sophistiquées pour maximiser le rendement de chaque arbre. La règle est simple. On veut le plus grand nombre de pièces possibles, les plus grosses possibles. Et pour ça, le laser est drôlement utile. Voici notre matière première, des troncs d'épinette ou de sapin. Après un bon bain d'une vingtaine de minutes, ils sont débarrassés de tout résidu de boue et leur écorce ramollie sera beaucoup plus facile à enlever. C'est une machine judicieusement nommée écorceuse qui leur fera la peau. Les 6 lames tranchantes de son rotateur font disparaître l'écorce en 10 secondes. À la limerie, on inspecte et aiguise les lames de scie qui passeront au travers des rondins dénudés. Si nécessaire, on redresse quelques lames rebelles. Par ici les rondins. Le laser est très utile pour placer et replacer chaque billot dans le but d'effectuer plusieurs coupes. On cherche à obtenir le plus grand nombre possible de pièces de 10 cm par 25 cm ou des 4 par 10 à l'attention de ceux pour qui le système métrique est encore indéchiffrable. Normalement, il y en a 7 ou 8 dans un rondin moyen. Les petits billots empruntent un chemin différent. Cette scie coupe d'abord un panneau de chaque côté et envoie ce qui reste à une autre scie. Laissés au bon soin de la refendeuse, les 4 par 10 de la première chaîne de production deviendront des 2 par 10. Pour les petits billots de la deuxième chaîne, la course se termine ici, à l'équarrisseuse déchiqueteuse. Celle-ci possède 8 scies circulaires orientables qui, selon le diamètre du billot, découperont des pièces de différentes grandeurs, des 2 par 3 aux 2 par 8. Méconnaissables nos sapins et nos épinettes, non? Les pièces de nos 2 chaînes de production approchent de leur destination finale. Reste à traverser ces machines qui lissent leurs bordures et enlèvent tous les défauts pouvant nuire à leur solidité et à leur résistance. Ensuite, selon sa grandeur, le bois se retrouve dans l'un ou l'autre des paniers collecteurs.
De là, on met le cap sur l'empileur automatique. Le bois fera sa dernière escale dans un séchoir, jusqu'à ce qu'il ne reste que 15% de son humidité. Puis, il terminera son périple dans un chantier ou un magasin de rénovation. Cultiver de la laitue en serre alors qu'il fait moins 30 degrés Celsius à l'extérieur, c'est un peu surréaliste. Les petites pousses vertes sont bien au chaud à l'intérieur, leurs racines barbotant dans l'eau, alors que la seule chose qui les sépare de l'hypothermie, à supposer que l'hypothermie existe chez les légumes, c'est une toile de plastique. Alors imaginez la facture d'électricité. Ces appétissantes laitues poussent hiver comme été, grâce à une technique de culture en eau profonde sur flotteur mobile. Cela semble compliqué, mais en réalité, c'est très simple. Tout commence avec les graines de laitue, bien entendu. On ne les plante pas comme on le ferait dans un potager. Ici, on utilise une cuvette d'acier reliée à un tuyau d'aspirateur. L'aspirateur tire une graine dans chacun des 276 trous. Cette plaque de mousse, qu'on appelle oasis, est percée du même nombre de trous. En retournant rapidement la cuvette, on transfère les graines dans les trous de l'oasis. Les graines sont au préalable recouvertes d'argile, qui retient l'humidité nécessaire pour les nourrir, mais qui est suffisamment malléable pour les laisser germer. En route vers les serres, les graines bénéficient d'un premier arrosage. Prélude à un long bain dans ce bassin profond d'une trentaine de centimètres. Des techniciens surveillent et dosent constamment les niveaux d'oxygène et de fertilisants. C'est la clé du succès de la culture hydroponique. Malgré tous ces embryons de plantes assoiffées, le niveau d'eau reste constant grâce à de fréquents arrosages. En quelques jours, les pousses commencent à apparaître. C'est plus que jamais le moment de les bichonner à grands coups d'arrosage et de fertilisant. Vers le 4e jour, le processus de croissance est bien entamé. Encore de l'eau, toujours de l'eau. Les toutes premières feuilles émergent vers le 7e jour en été. En hiver, il faudra patienter jusqu'au 11e jour puisque le soleil se fait plus rare. Il est alors temps de procéder à la première d'une série de transplantations. On transfère les laitues de l'oasis à un plateau de styromousse qui peut contenir 288 plants. Puis, on les met à flot dans la pépinière. La deuxième transplantation a lieu autour du 13e jour en été, toujours un peu plus tard en hiver. Cette fois, on transfère les plants sur une autre base par petits groupes de 72. Cela donne aux laitues plus de lumière et surtout plus d'espace pour pousser. Les techniciens utilisent un crochet pour éviter d'endommager les racines. Une précaution essentielle, car des racines en santé permettent de mieux absorber l'eau et les nutriments nécessaires au développement de la plante. La dernière transplantation s'effectue vers le 26e jour en été. Cette fois-ci, les laitues sont transférées sur une base dont la capacité d'accueil est limitée à 18 plants. L'opération est plus délicate que ne l'étaient les toutes premières, puisque les racines des laitues sont très très longues. Un dernier flottement dans la zone de production, juste avant la récolte. Ces bassins sont plus grands que les précédents et des machines automatisées assurent le déplacement des plateaux de styromousse. Ce système hydroponique produit 500 plants au mètre carré, presque 5 fois le rendement d'une culture conventionnelle. En prime, il ne nécessite aucun pesticide ni fongicide. Et comme tout est produit à l'intérieur, les fertilisants ne peuvent contaminer l'environnement.
Autour du 45e jour en été et vers le 75e en hiver, les laitues sont enfin prêtes pour la récolte. Une dernière petite mise en beauté les attend. La coupe des feuilles jaunâtres à la base, ainsi que des racines. On peut également envelopper ces dernières autour de la tige. En route vers le supermarché, elles sont maintenant à croquer. Pour pêcher une truite longue de même, ça prend A. de bonnes mouches à pêche, B. un bon pêcheur ou C. un bon sens de l'exagération. Eh bien, toutes ces réponses sont bonnes. Parce que des truites longues de même, c'est de plus en plus rare. Mais même pour leurs consoeurs aux dimensions plus modestes, elles ne mordront jamais à l'hameçon si la mouche n'imite pas à la perfection l'insecte convoité. Une bonne mouche, c'est certain que ça aide. Mais tout est dans la façon de la poser sur l'eau. On croit que les Scandinaves ont inventé le premier hameçon il y a environ 5000 ans. Mais il a fallu au moins 3000 ans avant que les gens ne commencent à décorer ces hameçons pour imiter insectes et petits poissons. Les Macédoniens utilisaient une mouche à pêche faite de fils rouges et de plumes de coq. Aujourd'hui, avec tous les matériaux synthétiques dont on dispose, les possibilités sont infinies. Mais le principe reste le même. Imiter des plumes d'oiseaux ou des poils d'animaux qu'on attache à l'hameçon. L'idée, c'est de tromper le poisson. La mouche doit donc imiter son mets préféré, qu'il s'agisse d'un insecte aquatique ou d'un plus petit poisson. L'artisan place tout d'abord l'hameçon dans un étau. Il enroule un fil de nylon ciré tout autour. Plus c'est serré, mieux c'est. Surtout ne pas oublier de couper l'excès. Cette mouche imitera la larve d'un insecte appelé frigane. Oui, frigane. On n'entend pas ça à tous les coins de rue, mais les truites en raffolent et c'est tout ce qui importe. Avec cette queue faite de fils synthétiques, l'insecte sera encore plus appétissant. L'artisan la fixe solidement au milieu de l'hameçon. À l'aide d'une autre matière synthétique, il façonne le corps de la petite bête. Il la fait rouler entre ses doigts pour qu'elle adhère au fil. Encore quelques entortillades. Un peu plus de fil de nylon ici. Et voilà le corps de Mademoiselle la frigane. Une bonne mouche à pêche ne se contente pas d'avoir la tête de l'emploi. Elle doit aussi agir comme la larve prête à se transformer en adulte qui nage jusqu'à la surface de l'eau, puis déploie enfin ses jeunes ailes. Le fil ou reflet chatoyant donnera l'illusion de bulles d'eau qui remontent à la surface pour accompagner cette glorieuse naissance. Pour donner des ailes à l'appât, on utilise de la fourrure de daim. On coupe ses poils longs et drus. Puis, on les envoie se faire brasser un peu. Surprise! Ils ressortent de là parfaitement alignés. Reste à connaître l'envergure des ailes de la larve en métamorphose, puis de les attacher, en laissant un petit bout dépassé en avant.
La tête de l'insecte. Cet outil va permettre de faire un nœud très robuste pour compléter cette frigane plus vraie que nature. Enfin, pour un poisson. Les truites seront sûrement nombreuses à mordre à l'hameçon. Il existe plusieurs milliers de types de mouches. Pour choisir la bonne, on tient compte de ce dont les poissons se nourrissent à telle ou telle période. Pour décorer leurs mouches, les artisans ont l'embarras du choix. Plumes, poils d'animaux, métaux et plastiques, le plus souvent aux couleurs étincelantes. Évidemment, même avec la mouche la plus extraordinaire du monde, la partie de pêche n'est pas gagnée. Le pêcheur doit maintenant lui donner ce petit mouvement qui bernera même le plus futé des poissons. Il vous semblait peut-être quelconque ces 4 objets. Maintenant que vous avez percé le secret de leur fabrication, vous les trouvez probablement beaucoup plus intéressants. Merci d'avoir été là. Si vous avez des commentaires à formuler sur cette émission ou désirez soumettre des idées de sujets, communiquez avec nous au www.commentcetfait.com.